Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours avec le même plaisir que je vous retrouve à ce rendez-vous du face-à-face de ce mercredi. Nous recevons pour vous Eddy Camille Koto. Eddy Camille Koto, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychopédagogue. Nous parlons de la fin du deuxième trimestre, comment mieux s'organiser en classe d'examen. À ce stade, que devrait-on capitaliser en tant que candidat à l'examen? En tant que candidat à l'examen, merci pour la question. Il faut dire que là où nous sommes arrivés et dans le chronogramme de l'année scolaire, les programmes doivent être déjà abordés par les enseignants d'abord à 75-80%. C'est-à-dire que les 2/3 du programme doivent déjà être abordés. Et donc, logiquement, pour le candidat ou l'apprenant qui a un examen à passer et qui a régulièrement suivi les cours, il doit déjà aussi, à son niveau, atteindre un pourcentage pareil dans la maîtrise des apprentissages. C'est vrai, il n'est pas toujours évident que lorsque vous avez eu 115% de cours, vous ayez maîtrisé la totalité. Mais tout au moins les 60% doivent déjà être maîtrisés par les candidats aux examens, ceux qui ont eu des situations normales de cours. Je parle de ceux qui ont eu les situations normales parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de cette rentrée scolaire, les écoles publiques, les établissements publics aussi de notre pays ont connu quelques difficultés. Difficultés liées dans un premier temps à la réforme des aspirants qui, au début, a tangué un peu, a tangué les 2 voire les 3 premiers mois, ce qui a fait que des classes d'examen sont restées, par exemple, certaines classes sont restées sans enseignants dans quelques matières. Deuxième raison qui pourrait pénaliser, en griffe si on peut le dire ainsi, les apprenants ou les candidats des écoles publiques, les inondations. Nous avons vu des écoles qui ont été envahies sérieusement par ce phénomène naturel qu'est le débordement des eaux. Et donc, ces écoles sont restées fermées sur une bonne période avant la reprise normale des activités scolaires pédagogiques. Et donc, c'est dire, en conclusion, que par rapport au niveau atteint par les candidats, cela peut varier qu'on soit candidat dans une école privée ou qu'on le soit dans une école publique. Mais toujours est-il que des mesures ont été prises pour que les 2 congés qui nous ont précédés soient mis à profit pour que ces candidats des écoles publiques aient quand même des cours de rattrapage, des renforcements, histoire d'être au même niveau que leurs autres pairs qui sont dans les écoles privées. Alors, il faut rappeler que aujourd'hui, tel que le système est fait, un professeur INS, à un moment T, peut proposer une épreuve qui donc va prendre en compte le niveau d'évolution du cours, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier où à une date T, tous les professeurs sont censés être à ce niveau dans le cours, dans le programme. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que tous les professeurs arrivent à suivre le rythme, puisque quelques élèves se plaignent que parfois, dans ces devoirs-là, ils se voient confrontés à des exercices qu'ils n'ont pas encore vus en classe? Malheureusement, ces cas arrivent. Mais je peux dire que c'est des cas de plus en plus rares parce que, justement, c'est tout un processus. Déjà, il faut reconnaître que le ministère fait des programmations de ce que nous appelons animation pédagogique de zone. Et à l'occasion des animations pédagogiques de zone, le point est souvent fait par rapport à l'évolution dans le programme. Mais mis à part ça, c'est des séances de renforcement de capacité pour tous les enseignants, discipline par discipline. Déjà, à l'interne, dans chaque établissement, ces animations s'organisent soit de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle. Et à l'occasion de ces animations pédagogiques, le point
par rapport à l'évolution dans les contenus d'apprentissage est fait régulièrement. En fin de trimestre, par exemple, chaque enseignant doit pouvoir donner le point d'exécution dans le programme. Et puisque c'est un tout, et qu'il ne faut pas qu'un maillon soit en déphasage, chacun fait l'effort d'atteindre le minimum requis pour une période bien définie tout au long de l'année scolaire. Et comme vous l'avez dit, il peut arriver que des enseignants, pour une contrainte ou une autre, pour une difficulté ou une autre, n'aient pas forcément atteint le niveau requis. Et je pense que les séances d'animation pédagogique sont aussi là pour les remédiations, c'est-à-dire les réajustements à opérer s'il y a des orientations à donner à ces enseignants-là. On les fait à temps pour que le retard accusé soit rattrapé. Malheureusement, il se fait, comme vous l'avez signalé tout à l'heure aussi, que certains apprenants sont lésés. Certains apprenants sont lésés. Moi, je pense que objectivement, dans une dynamique de conscience professionnelle, on ne peut pas évaluer les apprenants sur ce qu'on ne leur a pas enseigné. Et un auteur dira, je pense bien que c'est Sénèque, on n'évalue que ce qu'on a enseigné. Et donc, les notions que vous n'avez pas transmises, vous ne pouvez pas interroger les apprenants sur ces notions-là. Je trouve que c'est contre nature, en fait. Et entre griffes en une seconde, et quand ça arrive, par exemple, dans une évaluation de classe, que devrait faire l'enseignant? C'est délicat. C'est délicat, voyez-vous, parce que les critères pour apprécier les copies ne doivent pas varier. Les critères sont pareils, les appréciations sont pareilles. Et donc, on ne peut pas, pour un examen blanc, par exemple, ou un devoir surveillé, auquel on prépare toutes les classes, je ne peux pas, parce que moi, je suis enseignant et que je n'ai pas pu atteindre le niveau, qu'on a interrogé mes apprenants sur une notion que nous n'avons pas abordée en classe, je ne peux pas tenir compte de cette situation et corriger au rabais. Je corrige normalement. D'accord. Je corrige normalement les copies. C'est vrai qu'il y a des... En fait, c'est au cas par cas. Mais toujours est-il que la correction des copies ne doit pas être biaisée pour ce simple fait. Il y a possibilité. Lorsque le cas est vraiment criant et qu'il y a possibilité pour l'enseignant de reprendre l'évaluation, cela peut se faire, mais avec l'accord des autorités de l'établissement concerné, le censeur, le chef d'établissement. On essaie de voir je ne sais pas, ce qui peut vraiment pénaliser les apprenants. Si le pourcentage est élevé, que les apprenants soient pénalisés, alors on peut reprendre. Oui. Alors, à ce stade, comment mieux s'organiser pour le reste du temps avant l'examen? Puisqu'on nous dit souvent que le 3e trimestre est très court. Et donc, comment s'organiser désormais que les dates d'examen sont fixées avant de revenir proprement sur les dates des examens? S'organiser, je pense que quand on est candidat aux examens, il faut le dire, ça ne commence pas à la veille des examens. L'organisation, c'est depuis le début de l'année et je pourrais même dire avant d'atteindre la classe d'examen. Un apprenant qui se retrouve en classe de 4e doit savoir qu'il commence déjà par préparer son BEPC. Celui qui se retrouve en classe de première sait que la préparation du bac a démarré. Malheureusement, il se fait que dans notre contexte où l'orientation et le suivi scolaire ne sont pas encore effectifs, il arrive que les apprenants ne maîtrisent pas forcément les méthodologies, les procédures, les astuces à mettre en œuvre quand on est candidat. Mais pour l'heure, nous avons encore quelques semaines qui nous séparent des examens. Déjà, les candidats doivent participer activement au cours, une participation active. Faire attention à tous les détails qui viennent des enseignants, tous les détails qui sont donnés pendant le déroulement du cours. C'est important parce qu'il faut le dire aussi, c'est en fait le moment de faire un point de ce qu'on maîtrise et de ce qu'on ne maîtrise pas. Il se fait aussi que les apprenants, dans la majorité des cas, n'arrivent pas à être francs vis-à-vis d'eux-mêmes. Nous en avons connu qui avaient des lacunes, mais qui préfèrent ou qui ont préféré dissimuler ces lacunes plutôt que de les dévoiler pour qu'on puisse leur apporter l'accompagnement qu'il faut. Et donc je pense qu'il faut être honnête. Les apprenants doivent être honnêtes envers eux-mêmes, reconnaître qu'ils ont des lacunes et mettre le temps à profit pour les rattraper. Et comme je l'ai dit, suivre et participer activement aux cours. Ensuite, ordonner ces cours.
On ne peut rien réussir dans la vie sans un minimum d'organisation. Il faut donc tracer une stratégie claire et accompagner de cette stratégie-là un planning personnalisé. Ce que j'appelle un planning personnalisé, c'est désormais le point des activités qui se déroulent dans la journée du candidat. Dès son réveil, ce qu'il mène comme activité, aussi bien à la maison, à l'école, que dans la vie quotidienne, qu'il puisse mentionner ces activités sur un planning. Donc, de son réveil jusqu'à l'heure du coucher, il doit savoir et bien tracer ce qu'il fait de ces journées. C'est important. Il faudrait aussi éviter le bourrage du cerveau. Très souvent, quand les examens approchent, on pense que c'est le moment de mémoriser, de faire du brushing, ce qui n'est pas toujours recommandé. Je pense que la meilleure des méthodes, c'est d'apprendre de petites notions à des intervalles répétés. J'allais dire, faire par exemple 20 minutes d'apprentissage 3 fois, c'est beaucoup plus bénéfique pour le cerveau et pour l'apprenant que d'attendre le dernier moment pour faire 1 heure d'affilée, alors que le cerveau a besoin, comme j'ai l'habitude de dire, d'organiser ce que nous avons fini d'emmagasiner. Et pour y parvenir, c'est qu'il faut donner du temps au cerveau, du temps de repos. Et donc, les moments d'études doivent être espacés aussi de temps de repos pour permettre au cerveau d'organiser ce qui a été emmagasiné. C'est aussi le moment pour les candidats aux examens de se tester. Et se tester, ça passe aussi par les anciens sujets d'examen qu'ils prennent déjà le temps de traiter pour voir quel est le véritable niveau par rapport à ce qui les attend. Dormir, c'est important. Se reposer, c'est important. Se distraire, ce n'est pas aussi à négliger, mais dans les normes par rapport à ce qui nous attend, je pense que la distraction doit avoir une limite. Et ce qui est capital, ce qui est fondamental, c'est l'alimentation. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'objectif, on est tellement concentrés sur le but qu'on ne se préoccupe pas de s'alimenter et de bien s'alimenter. C'est lorsque l'organisme a reçu qu'il peut rendre. Et comme le dit l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut forcément que les candidats s'alimentent comme cela se doit. Et là, l'accompagnement des parents est important. Et l'accompagnement là va au-delà. C'est aussi le moment pour les parents de motiver les apprenants et de les encourager en fait à rester calés sur l'objectif, à maintenir le cap pour que l'examen soit un succès pour eux. Et pour les apprenants, le dernier conseil, c'est de pouvoir faire des sacrifices. Lorsque vous n'avez que quelques semaines qui vous séparent de l'examen, je pense que tous les sacrifices deviennent utiles pour réussir. Parce que 365 jours passés sous la pluie, sous le soleil, parfois quand on est malade, on est à l'école, tout ce sacrifice consenti, je pense qu'il est important de continuer le sacrifice pour qu'au bout du rouleau, on ait la réussite, le succès. Voilà les quelques conseils que les candidats pourraient mettre en œuvre à partir de maintenant. Ces conseils, c'est clair. À l'approche des examens, nous vous inviterons encore pour rappeler quelques points pour aider un peu les apprenants. En 1 minute, les dates des examens sont fixées. Voilà, qu'en dites-vous en tant que psychopédagogue? Il faut rappeler que l'UNESCO recommande aux... En 1 minute. Oui, l'UNESCO recommande au pays 32 semaines de cours. 32 à 36 semaines de cours. Et je pense que le Bénin a toujours respecté cette disposition. Malheureusement, avec les perturbations en début d'année, je ne suis pas vraiment convaincu que nous ayons la possibilité de respecter. Déjà, il faut dire que l'année dernière, les examens se sont déroulés le 21 juin, je crois. Le 19 ou le 21 juin, les examens du baccalauréat. Mais cette année, c'est fixé pour le 17 juin, alors que nous avons connu, comme je l'ai dit à l'entame, des perturbations en début d'année qui se sont échelonnées sur 1 à 2 mois. Je pense que si nous devrons respecter les 24 semaines de cours, pardon, les 32 semaines de cours, c'est que nous serons au 24 juin. Et là, les examens du baccalauréat, ont été fixés pour le 17. Ça suppose que nous n'aurions pas, atteint les 32 semaines de cours recommandées par l'UNESCO. Et dire aussi que des classes sont restées sans enseignants, des classes d'examen sont restées sans enseignants pendant 1 mois et demi, et ça dépend des cas. Je pense que les
programmation pour le déroulement des examens scolaires pourrait être revue. Je ne sais pas. Les motivations qui ont permis aux autorités de fixer ces dates, il est vrai aussi que lorsque nous accusons du retard pour faire passer nos candidats aux examens, ils ont des difficultés, surtout pour ceux qui obtiennent le bac, à s'inscrire dans les universités étrangères. Et si c'est cette raison qui sous-tend cette disposition, c'est-à-dire cette programmation, je pourrais être d'avis. Mais alors, il faut mettre les bouchées doubles pour que les candidats qui n'ont pas vraiment démarré l'année comme cela se doit ne soient pas lésés comparativement à leurs pairs des écoles privées qui, eux, sont véritablement à jour à l'heure où nous parlons. Eddy Camille Coteau, merci d'être venu opiner sur le thème fin du deuxième trimestre, comment mieux s'organiser en classe d'examen. Vous êtes psychopédagogue, vous avez un petit mot de fin? Je remercie la télévision Eden TV pour tout ce qui est fait dans le centre de l'amélioration du système éducatif béninois et j'espère vivement de tout cœur qu'avec l'installation du Conseil national d'éducation, l'école béninoise pourra redorer son blason. Et dire aussi merci pour le dispositif qui est mis en place ici par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour efficacement prévenir le mal qui secoue actuellement le monde, le coronavirus. Déjà en bas, on m'a demandé de faire le geste, de rincer les mains avec du savon, de l'eau. Je pense que ça doit pouvoir être implémenté dans toutes les structures de notre pays pour éviter au maximum, pourquoi pas pour booster définitivement ce mal de notre territoire, parce que c'est important, il faut le dire. Aujourd'hui, en milieu scolaire, c'est inquiétant avec la quantité de personnes ou d'usagers qui fréquentent les milieux scolaires, les églises. Je pense que c'est important. Déjà, des décisions sont tombées après le Conseil des ministres et nous pensons il serait bien que les mesures davantage soient prises dans le sens de préserver la vie des citoyens béninois. Merci beaucoup, merci d'être venu. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, Eddy Camille Coteau. Il est psychopédagogue. Nous avons parlé de comment s'organiser, mieux s'organiser en ce qui concerne les candidats aux examens pour cette fin d'année, pour la date des examens qui s'approche donc après la fin du deuxième trimestre. J'espère que vous avez pris note sur ces quelques points dont il a parlé afin d'aider les candidats. Merci de nous avoir suivis.